Alors, post-PC, comment traiter les utilisateurs de tablettes. Ce qui est important, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est spécifiquement des tablettes et non pas de la mobilité en général. Donc, c'est quelque chose de très, très précis. Puis, pourquoi j'ai décidé de parler plus spécifiquement des tablettes? En fait, c'est qu'on parle généralement beaucoup de la mobilité, mais peu des tablettes. Puis, pourquoi on parle peu des tablettes? Bien, il y a certaines raisons qu'on va voir après. Mais aussi, c'est que souvent, on a le réflexe de dire faut que j'optimise mon site pour le mobile, puis les tablettes, ça marche. Fait que ça marche par défaut, mais est-ce que ça marche vraiment? C'est ce qu'on va essayer de voir, puis ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui. Vu qu'on est un petit groupe, en cours de route, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main, puis je vais essayer d'y répondre. Sinon, de toute façon, à la fin, là, il y a une période de questions qui est prévue. État de la mobilité en général, en 2011, ça c'est les données qui sont ici proviennent du CIFRIO. Est-ce que tout le monde connaît le CIFRIO? Oui, plus ou moins. CIFRIO, c'est un organisme qui est financé par le gouvernement qui étudie au courant de l'année l'utilisation d'Internet, la mobilité, de tout ce qui a trait un petit peu à l'utilisation des nouvelles technologies, autant par les particuliers, par les entreprises, par le gouvernement, etc., etc. Donc, c'est un groupe de recherche. Ce que ça nous dit, c'est que 25,4% des adultes québécois utilisent un téléphone intelligent. C'est quand même pas négligeable, c'est le quart. 53,5% utilisent un ordinateur portable. L'ordinateur portable, on peut le mettre dans la mobilité à ce sens où les gens sont mobiles. On a quelqu'un ici qui a son portable, donc forcément qui est pas assis à son bureau en train de travailler. On peut se déplacer avec. Et 5,2%, un maigre petit 5,2% utilise une tablette. Fait qu'on peut encore dire que c'est plutôt marginal au Québec. Par contre, en 2012, on dirait qu'il y a 10% des Québécois qui ont l'intention d'acheter une tablette au courant de l'année. Ce que ça veut dire, c'est qu'au Québec, c'est quand même encore marginal, disons-le. Aujourd'hui, je vois 1, 2, y a-t-il 3, 4? Bon, on bat quasiment tous les records. 4 tablettes, j'en ai une moi aussi, ça fait 5. Mais reste qu'en fonction du nombre, on est peut-être... on est plus que... On doit être peut-être autour de 15-20% certains. Mais c'est ça, les gens ont l'intention d'en acheter. Sinon, ce que ça nous dit aussi, c'est que 54% des propriétaires de tablettes l'utilisent quotidiennement, ce qui veut dire que c'est des très, très, très gros utilisateurs d'Internet. C'est des gens qui consomment beaucoup d'informations. Ce qui est beaucoup consommé, c'est des nouvelles. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que la tablette va remplacer le journal le matin ou le soir va nous permettre de excusez l'anglicisme, catcher up, je sais pas si quelqu'un... Rattraper, merci. Ce qui s'est passé au cours de la journée, on va utiliser la tablette parce qu'on peut consommer, dans le fond, l'information à la demande, de la même façon qu'on peut le faire avec Internet. Par contre, la tablette est peut-être plus conviviale. On va voir peut-être pourquoi tout à l'heure. Les propriétaires de tablettes ont un revenu familial généralement plus élevé que la moyenne. On parle que 14,4% des... en fait, c'est mal dit, là, mais c'est 14,4% des gens qui ont un revenu supérieur à 80 000 possèdent une tablette. C'est un revenu familial, donc c'est les deux revenus combinés. Le revenu familial moyen au Québec, en 2009, c'est de 62 900. Fait qu'on voit quand même que une autre tendance aussi, les gens qui ont des tablettes, généralement, sont plus éduqués, ont une plus grande proportion un diplôme universitaire versus la proportion de la population au Québec en général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui ont des tablettes, c'est généralement des professionnels, c'est des gens qui ont un peu plus d'argent, sont un peu plus éduqués. Pourquoi? Un iPad, ça coûte combien? Ça coûte 500, 600, 700, 800 $. Fait qu'on peut comprendre que c'est quand même pas l'appareil qui est accessible à tous, surtout que les gens ont potentiellement déjà un ordinateur ou veulent conserver un ordinateur, puis veulent pas nécessairement réinvestir un autre 800. Puis comme on sait qu'il y a une tablette Apple qui sort par année, il y a aussi un coût si les gens veulent se maintenir à jour, à toujours acheter des nouvelles tablettes. Il y a évidemment une catégorie de gens dans laquelle, hélas, je fais partie, ont ce besoin intrinsèque d'avoir toujours la dernière tablette. Mais c'est évidemment une minorité, puis il y en a d'autres qui ont d'autres loisirs, évidemment, qui sont peut-être beaucoup plus palpitants.
Je veux pas dire que j'ai pas de loisirs palpitants, là. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux tablettes? Pourquoi c'est important s'il y a juste 5,4% des Québécois qui ont une tablette? Dans le fond, est-ce qu'on manque vraiment un marché? Pas vraiment. Hein? C'est ce qu'on peut se dire. Il y a quand même 10% des Québécois qui ont l'intention d'en acheter une en 2012. Fait qu'on peut penser quand même qu'il va y avoir une progression qui va se faire dans les prochaines années. Mais aussi parce que il y a, mine de rien, 55 millions d'iPads qui ont été vendus 18 mois après la sortie du premier. C'est évidemment à l'échelle mondiale. Mais on parle ici ça n'existait pas avant ça n'existait pas, disons-le, au sens large, là, avant le concept de tablette. Fait qu'il y a quand même un taux d'adoption qui est assez rapide. Il y a aujourd'hui plus de 100 types de tablettes différentes. Donc, si vous allez sur le marché puis vous voulez chercher une tablette, la dernière stat que j'ai trouvé, c'est 110 modèles physiques de tablettes qui vont varier de 7 à 12,1 pouces. J'ai même vu qu'il y en avait une à 14 pouces, mais j'ai considéré que c'était plus une tablette. Rendu là, selon moi, c'était peut-être plus un laptop. Mais il y a au niveau des fabricants de matériel, ils se lancent à très, 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 très grande vitesse dans le marché de la tablette. Il y a plusieurs analystes, les Gartner, les Forrester, etc. de ce monde, qui prédisent que la tablette va surpasser, en fait, le PC dans les prochaines années en termes de taux d'adoption. Et probablement que les gens, au fur et à mesure qu'ils vont arriver à vouloir changer leur ordinateur, vont peut-être opter un petit peu plus pour une tablette que pour un ordinateur portable. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles d'être faites sur Internet versus avant. Puis la question peut se poser, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur portable? Qu'est-ce que le portable m'amène de plus quand je suis à la maison versus une tablette? Je vais vous donner un exemple. Ma copine, qui est loin d'être geek, comprend pas ce que je fais dans la vie, elle n'a aucune idée de qu'est-ce que je peux faire de mes journées longues, de mes semaines longues, a délaissé le portable pour la tablette, parce que ce qu'elle fait quand elle est à la maison, ben, elle va sur Internet, elle regarde des recettes, elle lit des magazines, elle consulte des nouvelles, puis tout ça, ben, c'est possible de le faire sur une tablette. Puis s'il s'est trouvé qu'une tablette, dans certains cas, peut coûter moins cher qu'un PC quand on fait un remplacement, parce qu'une tablette est à 500$. On a des PC, des petits PC à 500$ aussi. On a des moins chers. Mais si on veut avoir un full PC, généralement, on va payer autour pas mal du même prix, 800$ peut-être. Fait que des fois, ça peut être une alternative intéressante. Juste vous donner une petite idée. Protégez-vous a testé 16 modèles de tablettes. Protégez-vous qui est une revue que vous connaissez sûrement, qui a fait un benchmark sur 16 modèles. Ce qui veut dire qu'il y en a au moins 16 qui sont disponibles au Québec, parce que dans les 100, dans les plus de 100, évidemment, ne sont pas toutes disponibles au Québec. Il y en a probablement une bonne vingtaine qui sont des tablettes chinoises. Et il y a au moins 4 systèmes d'exploitation. Il y a le système d'exploitation de Apple pour l'iPad, Android, le BlackBerry avec le Playbook, et Windows qui va arriver avec son Windows 8 qui devrait révolutionner le monde de la mobilité de la tablette. Aussi, 19% des Américains possèdent une tablette, fait que la tendance, évidemment, est un petit peu plus grande au niveau des Américains, comme toujours. Juste donner un petit aperçu du portrait. Ça, c'est les tablettes qui ont été testées par Protégez-vous, donc théoriquement disponibles au Québec. Moi, personnellement, même si je vous l'ai dit, je suis un geek puis je suis un tech savvy, je vous avouerai que la majorité là-dedans, je les connaissais pas. Fait que ça donne quand même une idée à quel point c'est un marché qui est en constante évolution. Puis le TouchBot Drive, je savais même pas que ça existait, comme plein d'autres. Et les fabricants, puisqu'ils en produisent de plus en plus, ils risquent de submerger le marché des tablettes et de délaisser peut-être certaines autres lignes de produits qui sont en train de développer. Selon Nielsen, une firme de recherche aux États-Unis, 70% des utilisateurs de tablettes l'utilisent devant la télévision. Ce qu'on appelle le two-screen navigation, c'est-à-dire que je regarde la télévision, puis parallèlement à ça, je suis sur mon iPad, je vais consulter du contenu qui est peut-être relatif à la télé, ou peut-être pas du tout. Je peux être en train de magasiner puis écouter une émission pendant les annonces. Je vais avoir mon iPad à côté. Un des très gros avantages, puis là je saute un petit peu à la fin ici, c'est le iPad est beaucoup plus facile à prendre, il est beaucoup plus facile à manier. Ça se met sur une table, on le reprend, on le met sur soi.
C'est pas très lourd, malgré tout, ça se manie bien. On n'a pas l'écran, le clavier, quand un portable est sur nos genoux, c'est pas nécessairement très convivial. La tablette est très conviviale, ce qui favorise probablement ce qu'on l'utilise devant la télé. Et 60% des utilisateurs l'utilisent dans le lit. Ça remplace beaucoup le livre de fin de soirée qu'on pouvait lire. Est-ce qu'on lit sur la tablette? Oui, définitivement, on lit sur la tablette, mais peut-être qu'on est en train de consulter d'autres choses aussi. On est peut-être en train de magasiner, il y a beaucoup de magasinage qui se fait sur les tablettes. On est peut-être aussi en train de consulter des nouvelles ou n'importe quelle autre information qu'on peut vouloir consulter à ce moment-là. Encore une fois, un portable dans un lit, c'est pas nécessairement très convivial. Ça se porte pas, on est mal assis, c'est pas confortable, puis c'est surtout que ça chauffe énormément, tandis qu'une tablette, ça chauffe pas, puis c'est très convivial, je la ferme, je la mets sur la table de chevet, et c'est réglé. Selon Comscore, qui vient un petit peu confirmer, la tablette est utilisée principalement tôt le matin et en soirée. En soirée, c'est probablement devant la télévision et dans le lit, puis le matin, possiblement pour remplacer le journal, pour consulter les nouvelles, consulter ses mails. Il y a beaucoup de gens qui, j'ai pas la statistique exacte, mais si on leur demande c'est quoi la première chose que vous faites en vous levant le matin, dans le top ranking, c'est consulter ses emails. Consulter ses emails, on peut le faire sur un téléphone ou on peut le faire sur une tablette. La tablette est plus grande, est un petit peu plus conviviale, vu que je suis à la maison, puis c'est pas un problème de la traîner avec moi. Selon IAB, comme je disais, près de 50% des utilisateurs disent l'utiliser, parce qu'elle est plus facile à prendre, et 37% l'utilisent car l'interface est plus intuitive, plus conviviale. Évidemment, c'est des statistiques, là. Il y a peut-être des stats qui vont contredire d'autres choses, mais c'est quand même ça fait quand même une certaine logique en termes d'utilisation. C'est définitivement beaucoup plus facile à prendre, puis au niveau de l'interface intuitive, si on regarde un iPad, c'est assez simple, hein, on clique sur l'icône, l'application ouvre, puis je l'utilise. On voit ici la tablette, ça c'est pour la consultation des nouvelles, mais on voit, selon l'heure, il y a un pic le matin, dans la journée c'est plus calme, puis en fin de journée, on a un deuxième pic qui est très très élevé au niveau de l'utilisation de la tablette. On compare avec le mobile, puis avec les ordinateurs, intéressant. Question peut se poser, qu'est-ce qu'une tablette? Vous allez me dire, c'est simple. Une tablette, je sais quoi, là. Je suis pas venu ici, je suis pas venu dans une conférence pour qu'on me dise c'est quoi une tablette. Mais juste qu'on remette les choses en perspective, une tablette, c'est définitivement pas un ordinateur portable. Pourquoi? Parce que la tablette est plus petite, plus légère, plus portable. Une tablette peut à la limite se mettre dans un sac à main. Je suis pas sûr que le laptop de monsieur irait dans la sacoche de madame. La longévité de la batterie est généralement beaucoup plus longue, ce qui fait qu'un laptop, même si j'ai un merveilleux MacBook Air, quand je l'ai acheté, on me disait 7 à 8 heures d'autonomie de batterie, qui aujourd'hui, je suis peut-être rendu à 3 à 4. Au niveau de mon iPad, je suis capable de l'utiliser pendant facilement 2, 3, 4 jours selon le niveau d'utilisation. Puis la batterie dure encore, fait qu'il y a quand même un certain avantage à ce niveau-là. Il n'y a aucun clavier, aucune souris. Clavier, la majorité des tablettes peuvent se connecter avec un clavier sans fil, avec la technologie Bluetooth. Mais définitivement, ce qu'il n'y a pas, c'est aucune souris. C'est quand même une différence assez marquante au niveau de la tablette. Tout est tactile. Ça fonctionne uniquement avec le Wi-Fi, avec le 3G, tout dépendant de la tablette qu'on a. Ce qui fait que ce que ça veut dire, c'est que sauf pour l'électricité, on n'a jamais besoin d'être branché ou d'être proche d'un mur ou proche d'une prise réseau ou même une prise de courant, vu que la batterie dure plus longtemps, ce qui fait qu'on est probablement beaucoup plus en mouvement, plus portable, puis on peut l'utiliser dans des contextes complètement différents. Chauffe moins, espace de stockage plus petit, plus d'expansion matérielle, ça c'est moins important pour nous. Mais ce qui est important, c'est de voir, il y a vraiment des changements importants entre la tablette et le portable. C'est pas un téléphone non plus. En passant, c'est une photo truquée en bas parce que je suis pas sûr que Steve Jobs aurait jamais fait ça. C'est beaucoup plus gros qu'un téléphone. C'est plus lourd. C'est moins portable qu'un téléphone. Puis ça, c'est super important d'avoir ça en tête parce que les gens qui pensent que le téléphone, il est dans notre poche, il est tout le temps avec nous, tandis que la tablette l'est pas nécessairement. La tablette, on va pas la traîner. C'est pas tout le monde qui. Je sais pas si vous traînez votre tablette dans votre sacoche, même si vous avez une tablette. Mais une tablette,
peut se traîner dans une sacoche, mais c'est quand même pas le cas d'utilisation le plus fréquent versus un téléphone que définitivement la majorité des gens traînent avec eux. C'est beaucoup plus facile de saisir du contenu, saisir entre autres du texte. Le clavier est plus convivial, on peut utiliser les deux mains au complet. On peut même utiliser les pouces, les 2 pouces. Il y a plusieurs personnes qui l'utilisent de façon différente, mais la convivialité au niveau de l'utilisation est beaucoup plus présente qu'au niveau du téléphone si on veut faire une opération qui est plus complexe. Maintenant, la grande question, comment répondre aux utilisateurs de tablettes? Je pense que c'est pour ça qu'on est ici. Je vous dirais que minimalement, c'est de tester votre site avec une tablette pour vous assurer d'être lisible. Vous me direz que c'est la base. C'est des sites que j'ai pris au hasard, là. Ça, c'est le site de je sais pas quoi, wechoosethemoon.org. Le site, il est 100% fait en Flash. Donc, évidemment, tous ceux qui ont une tablette peuvent pas consulter le site. On leur dit même, comble du malheur, on leur dit, cliquez ici pour aller chercher Flash. Donc, un utilisateur, ma blonde, typique, qui va arriver sur ce site-là, va cliquer sur le bouton, va essayer d'installer Flash. Évidemment, ça marchera pas, comprendra pas pourquoi ça marche pas, puis elle va juste être frustrée en fait de son expérience, avoir perdu beaucoup de temps. Un autre exemple ici où j'ai voulu cacher pour pas atteindre la réputation de personne, même si peut-être qu'il y en a vous pouvez deviner c'est quel site. Il y a peut-être quelques oublis, mais l'élément le plus important du site est fait en Flash, ce qui fait que si j'y vais avec ma tablette, c'est à ça que ça ressemble. Évidemment, j'ai caché le haut, là, mais c'est à ça que ça ressemble. Donc, le real estate, le plus gros, la principale partie du contenu, mais pas affiché, mais pas présenté. Puis encore là, on me suggère de télécharger le navigateur Flash. Flash fonctionne pas sur les iPhones et iPad. Vous n'êtes pas venu ici pour vous dire ça. C'est quelque chose, ça fait des années. Depuis que la tablette existe, qu'on se le fait dire. Mais juste un petit aparté au niveau du Flash, il y a quand même des alternatives, des possibilités. Je vous dis un petit truc, là, un petit takeaway. Si vous pouvez pas ou vous voulez pas changer l'animation, de grâce, mettez un message pour les utilisateurs qui n'ont pas Flash qui est pertinent. Vous êtes capable de savoir si c'est une tablette. Puis vous êtes capable de dire, on est désolé, le site fonctionne pas sur la tablette. Revenez plus tard ou consultez avec votre PC. Ou faites un affichage d'une image. Dans le cas, par exemple, du deuxième site, qu'on nommera pas, ce qu'ils font, quand on consulte le site sur un ordinateur, on a une animation flash qui présente les promotions. Ce qu'ils auraient pu tout simplement faire, en fait, ce qu'ils pourraient tout simplement faire, qui leur coûterait probablement presque rien, c'est juste de mettre une image qui présenterait une promotion ou encore un GIF animé qui aurait une certaine animation, mais du moins qui présenterait le contenu à l'utilisateur. Comme on peut dire, c'est un peu la base. Ce qui fait que je peux quand même consulter le contenu même si j'ai une tablette. Si vous avez des ressources techniques, on peut utiliser le JavaScript, c'est des termes techniques, mais vous n'avez pas besoin de savoir exactement c'est quoi. Vous avez juste besoin de dire aux geeks ou aux gens, votre webmess, aux gens techniques chez vous, dans le fond, peut-être que tu peux remplacer le Flash qu'il y a sur mon site par du JavaScript. Ça se fait. HTML5, on va en reparler un petit peu plus loin. C'est un beau buzzword, c'est un mot très, très technique. Mais toutes les vidéos, évidemment, la majorité des vidéos qu'il y a sur Internet utilisent la technologie Flash pour les jouer. Il y a avec la technologie HTML5, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez parler avec vos gens qui s'occupent de votre site web, qui permet, entre autres, la lecture des vidéos sur les dites tablettes. Est-ce qu'il y a juste le Flash qui marche pas sur les tablettes? La réponse est écrite, mais selon vous? Non? Bon. Effectivement, il y a pas juste le Flash. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la tablette, comme n'importe quel autre médium, puis je vais y aller vraiment au sens large, même n'importe quel médium de communication, vos visiteurs ont une tâche à accomplir. C'est clair qu'ici, la tâche, c'est pas très, très interactif, mais quand même, ce que vous voulez accomplir quand vous mettez un panneau comme ça, c'est que les gens puissent consulter l'information, puissent avoir une information appropriée, pertinente pour eux. Et ce que vous voulez faire, c'est leur faciliter l'atteinte de la tâche à accomplir, puis vous devez vous adapter évidemment au contexte d'utilisation. Ce qui veut dire, si je reprends mon exemple de la pancarte ici, si c'est une pancarte qui doit être vue par des gens qui sont à 100 mètres en arrière, c'est clair que si vous écrivez un petit comme ça une information cruciale,
ils la verront pas, ils pourront pas la consulter. Fait que la tâche qu'ils vont accomplir, l'objectif que vous voulez que vos utilisateurs atteignent, ils pourront pas l'atteindre. Vous leur facilitez pas la tâche, puis définitivement, vous n'êtes pas adapté au contexte. Dans le cas des tablettes, ça fait pas exception. Ici, évidemment, c'est une image, fait qu'on peut, je suis pas capable de vous montrer ce que ça fait, mais si vous avez des tablettes, vous pouvez aller, je crois que le site, c'est Sonics Electronic, ou quelque chose comme ça. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont mis une belle navigation en haut, sauf que quand je clique sur un des menus de la première navigation, en fait, il va directement à la page de la première navigation. Il m'affiche le menu rapidement, puis il disparaît. Ce qui fait que pour un utilisateur de tablette, ce site-là, c'est pratiquement impossible d'aller cliquer sur un des sous-menus à partir du menu de navigation. Vous me direz, c'est pas grave, parce qu'ils sont tous ici. Je suis bien d'accord avec vous. Mais pourquoi me l'afficher? Pourquoi est-ce que, même moi, je me suis fait prendre au jeu, puis j'ai même essayé de défier la machine en disant « Ah, je vais être capable de toucher à un des sous-menus un jour. » J'ai perdu de précieuses minutes à vouloir le faire sans avoir été en mesure de pouvoir le faire. Mais ici, définitivement, c'est pas adapté au contexte, en ce sens où il y a un code ou un truc technique utilisé dans la page qui fait que le site me donne une fausse impression que je vais pouvoir faire une action que je ne pourrais pas faire. Fait que faites attention au menu en surimpression comme ça. C'est très utilisé. C'est même recommandé d'utiliser ce type de menu-là sur des tablettes. Assurez juste vous qu'il fonctionne bien. D'où l'idée de tester votre site sur les tablettes. Puis quand je dis les tablettes, faut pas lire ici le iPad, mais les tablettes, essayez de tester sur plus qu'un modèle de tablette différent, évidemment. Un autre exemple, un revendeur de via-rail me met quand je suis sur ma tablette, ce formulaire-là qui, ma foi, m'est tout à fait inutile parce que j'ai pas le bouton suivant ou confirmer au bout. Fait que j'ai bien beau vouloir saisir toutes mes informations, je pourrais jamais acheter mon billet via ma tablette. Encore une fois, ici, forcément, ça n'a pas été testé au niveau de la tablette. Un autre exemple, ça vient de Expedia. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé le site d'Expedia sur leur tablette. Pas que j'aime pas Expedia, mais ce qu'on peut voir ici, j'ai mis une ville de départ, puis là, j'arrive pour saisir ma ville de destination, ça va. Mais regardez la grosseur des caractères ici versus la grosseur des caractères du clavier. J'ai laissé le clavier pour que vous puissiez faire une proportion. Ça ici, vous savez que pourquoi c'est gros de même, c'est que c'est avec vos doigts que vous allez taper, puis vous allez saisir les informations. Ici, là c'est facile parce que c'est gros, mais si je veux sélectionner une ville, puis j'ai moindrement des gros doigts, possiblement que je sélectionnerai pas le bon aéroport, donc je vais devoir recommencer, ça va être frustrant. Et un autre exemple, c'est au niveau du calendrier, même chose. Définitivement pas un calendrier adapté à la tablette, adapté à des gens qui potentiellement peuvent avoir des gros doigts et potentiellement peuvent cliquer sur la mauvaise information. Fait que ici, c'est pas du flash, c'est des gens qui ont eu la réflexion en se disant ben oui, j'ai testé mon site sur le mobile, il s'affiche oui, mais on veut que les gens accomplissent une tâche. Sur le site d'Expedia, définitivement, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent booker un voyage. Sur le site de Via-Rail, ce qu'on veut, c'est pas le site de Via-Rail, là, mais ce que je vous ai montré avant, on veut que les gens puissent booker un voyage. Donc, il faut que le site soit optimisé pour que les gens puissent aller accomplir leurs tâches dans cette direction-là. Qu'est-ce qui est ici différent avec les tablettes des PC, par exemple? Évidemment, le contexte d'utilisation. Puis quand on parle du contexte d'utilisation, il y a plusieurs choses, mais une en particulier que vous reconnaîtrez sûrement, qui est le doigt, qui est notre ami l'index, le pouce et l'index, qui, contrairement à un ordinateur, où on utilise un clavier et une souris, et la souris qui peut être très précise quand on veut sélectionner un objet, ben notre doigt, si je regardais les doigts de tout le monde, ici les index de tout le monde, possiblement qu'on a tous des index d'une grosseur différente. Et évidemment, le principe de navigation n'est pas le même non plus. Ça nous donne des nouvelles possibilités, mais en même temps, certains éléments qui étaient possibles et faciles de faire avec une souris sont peut-être beaucoup plus difficiles ou ardus à faire avec un doigt. Dans le contexte d'utilisation aussi, il y a des chances, même des bonnes chances que la personne ne soit pas assise à un bureau
derrière si on prend l'exemple typique là, d'un ordinateur même avec un écran cathodique, avec une tour, on peut être assez certain que la personne n'est pas sur le bord de la plage avec son écran cathodique puis sa tour. Tu sais, les chances sont assez faibles qu'il soit ailleurs que devant un bureau, assis sur une chaise de bureau, alors que la tablette, un autre élément que j'ai pas présenté parce que c'est plus dur à illustrer, c'est que la personne est peut-être effectivement sur la plage, puis il y a peut-être effectivement le soleil qui reflète. Donc le contraste des couleurs peut être important. La personne est peut-être dans le métro, et peut-être on sait pas où. En fait, on n'a aucune idée où. On sait même pas si elle est debout, assise, couchée. Elle utilise-tu sa tablette au format vertical, au format horizontal? Ça, à la limite, on peut le détecter. Mais a priori, on n'a aucune idée où, qu'est-ce qu'elle fait. Fait qu'il faut changer le paradigme que la personne nécessairement est dans un endroit où elle est reposée puis elle a juste ça à faire. Il y a peut-être la télévision qui joue en background aussi. Donc, son attention est réduite versus la tablette. Toute l'utilisation du tactile, j'en ai déjà parlé, ça change évidemment le paradigme de navigation. Puis l'utilisation d'une ou de deux mains aussi, c'est quelque chose de très important parce que en fait, on le sait pas. La personne, je vais vous donner un exemple. Vous avez aucune idée si j'utilise ma tablette d'une main, j'utilise l'autre pour pointer, j'utilise peut-être mes 2 pouces pour consulter l'information, je l'utilise comme ça, je suis peut-être droitier, j'utilise ma main gauche, vous savez pas, je tape juste avec une main. C'est un paquet d'informations que vous avez aucune idée de quelle façon vos utilisateurs vont consulter votre site web. Et ce que certaines personnes ont remarqué, en faisant une étude, ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans 100% des cas, c'est dans leur cas à eux, c'est, entre autres, au niveau de la navigation sur les tablettes, les gens qui naviguent sur le web l'utilisent beaucoup en mode horizontal et utilisent leurs 2 pouces pour naviguer. Ce qui fait que si vous avez un site de commerce électronique, puis que vous mettez le bouton, comme on le ferait sur un site traditionnel d'ajout au panier juste ici, ben, il est possible que la personne trouve ça un peu tannant de s'étirer le pouce pour ajouter le produit au panier. Alors, je vais vous montrer des exemples tantôt, mais ce qu'on voit, entre autres ici, c'est que les éléments ont été positionnés en pensant que la personne pouvait potentiellement utiliser ses 2 pouces pour naviguer. Fait que d'un côté, on a les différents boutons de navigation, ou d'action plutôt, au niveau du produit. Et de l'autre côté, on a disposé, tantôt on parlait je pense qu'on parlait sur un site, on a plusieurs onglets. Ben, de disposer les onglets, en fait, à la portée du pouce pour que si la personne est en train de naviguer dans ce mode-là, ben, ça lui soit facilement accessible, puis on lui facilite la tâche parce que, dans le fond, son contexte est complètement différent. Ce qu'on voit ici, puis on va le voir mieux tout à l'heure, si vous mettiez ce site-là, si vous faisiez ce design-là sur un site pour un ordinateur, le monde vous dirait « vous êtes fou ». C'est complètement contre-intuitif sur un ordinateur de mettre la navigation à la verticale à gauche complètement, puis les autres éléments à droite complètement. C'est pas ergonomique, pas pour 2 scènes, alors que sur la tablette, ça fait beaucoup de sens. Là, le X, il est là peut-être parce que la navigation veut revenir en arrière. Il devrait être de l'autre bord. C'est là, les tests, on va le dire. Mais on voit que on peut disposer les éléments de façon complètement différente en fonction du contexte d'utilisation. Ce qui est important au niveau de la navigation, on parlait beaucoup du doigt. C'est sûr que si vous avez des petits menus, des petites options, des petits liens, puisque c'est des tâches capitales que votre utilisateur voulait qu'il accomplisse, rappelez-vous que ce qu'il y a entre les mains, c'est son doigt. C'est ça qui l'utilise pour naviguer, pour faire ses actions. Donc, essayez de créer des menus plus gros, les icônes, quelque chose de très visuel pour attirer son attention, pour qu'il puisse pour qu'il puisse facilement faire ses actions ou naviguer. Pensez, dans le fond, à un enfant, comment est-ce que ça réagit. Vous mettez un jeu avec des gros boutons, puis il pèse dessus, vous n'avez pas besoin de dire, il le sait déjà. Pardon, c'est comme ça que ça fonctionne. Utilisez des principes de navigation adaptés aux tablettes. Le swipe, le fameux swipe de je navigue avec mon doigt pour passer d'un élément à l'autre. C'est un mode de navigation évidemment qu'on n'a pas sur les ordinateurs portables, mais qui est tout à fait
adapté au mobile. Ça mimique aussi un petit peu le changement de page qu'on a dans un livre, mais c'est tout à fait intuitif puis adapté à ce contexte d'utilisation-là. Disposer les éléments à portée des doigts, on en a déjà parlé. Minimiser aussi les allers-retours avec le serveur, en ce sens où si vous êtes capable de faire afficher des pop-up pour pas que la page ait besoin de se recharger, puis que là, l'utilisateur ait besoin de retrouver où le prochain élément. D'utiliser des pop-up un petit peu comme on le voit dans les applications natives qu'il y a sur les tablettes. On clique sur un menu, pouf, j'ai un menu qui m'apparaît, puis je fais mes sélections. Puis au final, une fois que mon choix est fait, c'est à ce moment-là que je vais rafraîchir la page pour afficher le contenu. On va voir un bon exemple. Hélas, c'est des exemples au Québec qui en existent sûrement, mais il y en a plein aux États-Unis. Staples.com, qui n'est pas Staples.ca, Staples qui est bureau en gros. Puis Staples.ca, rien à voir, Staples.com. Staples.com, ce qu'ils ont décidé de faire, eux, ça c'est le site staples.com, que si vous allez avec votre ordinateur, vous allez pouvoir consulter. Rien d'extraordinaire, un site de commerce électronique de ce qui est le plus normal. Maintenant, si vous y allez avec votre tablette, voici ce qu'on vous présente. Ce qu'on voit en haut, c'est pas un m.staples.com, c'est un T. C'est la première fois que je voyais ça. Un site qui est vraiment optimisé, pas pour le mobile, pas pour le PC, mais pour la tablette. Qu'est-ce qu'on voit? Une grosse zone de recherche en haut qui permet facilement d'accéder dans le fond avec mon doigt à la zone de recherche. 3 menus principaux, très simples, les produits, mes commandes puis les promotions qui sont facilement accessibles. On va voir tantôt comment ils réagissent. Et une zone ici centrale, très visuelle, avec des gros boutons. Ça, évidemment, je peux cliquer sur ces options-là et je peux swiper la bande du centre pour avoir... D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un aurait une traduction pour swipe. Glisser, déplacer, mais là, ce serait un drag and drop. Là. Du moins, je pourrais glisser pour faire apparaître des nouveaux éléments. Maintenant, si je clique sur les produits, j'ai ici une fenêtre qui s'ouvre, qui s'apparente beaucoup pour les gens qui utilisent les applications sur l'iPad, qui s'apparente beaucoup à une fenêtre d'options qu'on aurait dans une application. Si je reclique sur Paper, ben ici ça va s'ouvrir, on va me donner d'autres choix. Et quand je vais arriver à mon choix final, c'est là que la page va complètement se rafraîchir pour aller au niveau du détail. Au niveau de la fiche produit, encore une fois, on a vu que possiblement que leurs études leur ont montré que les gens utilisaient aussi leur pouce pour naviguer. On a disposé les onglets à gauche, accessibles au niveau des pouces, toute la zone d'action à droite. Encore ici, on a une petite zone où on peut swiper pour accéder à du contenu, à des produits supplémentaires. Ils ont laissé les boutons à un endroit où on s'attendrait à les trouver plus normalement sur un site web, potentiellement pour essayer de faire le pont entre les utilisateurs qui sont habitués au site web et les utilisateurs de tablettes. Évidemment, c'est pas tout le monde qui utilise ses pouces pour naviguer. Fait que c'est potentiellement pour ça qu'ils ont laissé ces éléments-là à ces endroits-là. Mais on voit quand même que le visuel le design a été pensé spécifiquement pour les tablettes. Puis en haut à droite, on a des icônes encore là, très visuelles, plus grosses, pour pouvoir sélectionner d'autres menus, d'autres options. Comment s'y prendre? Là, c'est le bout qui est un peu technologique. Encore là, l'objectif, c'est pas que vous appreniez ces technologies-là. L'objectif, c'est plus que vous sachiez c'est quoi les buzzwords, puis que les limites, si quelqu'un vous en parle, vous pouvez faire comme vous avez de l'air savant. Ou vous pouvez même dire lancer des mots. Ouais, tu me feras ça HTML5. Fait que c'est plus, voyez-le plus comme des outils, ça va être technique, mais attardez-vous pas aux détails techniques, mais plus au concept. Façon de faire au niveau technologique. Premier beau mot-clé, Media Query. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un Media Query? C'est bon, vous allez apprendre quelque chose. Pardon? C'est un bon guess. En fait, c'est que quand vous naviguez sur le web, quand vous faites un site web, il y a la partie du contenu. Je
je synthétise ça pas mal, là. Les gens aimeraient pas ça parce que je serais pas très cachère, mais vous avez la portion contenu qui est le texte et tout ça, et vous avez la portion mise en page. Généralement, la mise en page est effectuée à l'aide de ce qu'on appelle une feuille de style, plus couramment appelée un CSS. Et le Media Query, en fait, c'est qui permet de dire au navigateur web, en fonction du type de navigateur avec lequel tu navigues, soit un mobile, une tablette, un PC ou une imprimante, reformate certains éléments du contenu visuel pour les adapter en fonction du média. C'est à peu près ça que ça fait. Fait que le Media Query, ce que ça vous permet de faire, ça c'est une affaire que vous pouvez parler avec le gars qui fait votre site web, là. C'est assez simple à implanter en ce sens où vous pouvez faire afficher deux éléments, le même élément, la même image de deux façons différentes sur une tablette versus un PC. Ça vous permet d'assurer un minimum d'adaptation pour permettre une utilisation plus fluide. Par exemple, avec un Media Query, vous pourriez dire que tous vos champs texte sont 2 fois plus hauts, puis la police est 1,5 fois plus grosse. Fait que déjà là, quand les gens se présentent avec leur mobile, ben c'est sûr que le site il se redesign pour leur donner avec leur tablette, des options de saisie peut-être plus faciles. Par exemple, ça limite, vous pouvez pas changer la structure avec les Media Query, vous pourriez pas prendre vos onglets puis les mettre à gauche à la verticale, mais c'est simple, c'est très très simple à implanter, puis ça peut être une première étape dans une démarche pour s'en aller vers le mobile. Faites aussi attention à la lourdeur des pages, parce que les Media Query, c'est tout le contenu du site normal est envoyé encore à la tablette. Dans le cas où les gens utilisent la tablette avec le Wi-Fi, c'est pas un problème, mais s'ils utilisent le 3G, possiblement que la page peut être lourde à charger et longue à charger. Ça, c'est le genre de remarques qu'on voit beaucoup pour les mobiles. Pour les tablettes, il faut juste que vous soyez conscient que votre utilisateur est peut-être sur le 3G. 3G, c'est le réseau cellulaire, là, c'est le même réseau de données que les téléphones intelligents, qui est généralement moins rapide ou qui peut dépendre beaucoup de la réception du signal. Fait qu'il faut avoir ça en tête quand on utilise c'est pas spécifique au Media Query, mais c'est juste que tout le un autre buzzword que vous avez peut-être entendu, responsive design. Y en a-tu qui ont entendu parler de ça? Oui, ça c'est un buzzword. Ça là, c'est vous sortez ça dans un souper puis il y a un geek à la table là, vous venez de marquer des points, c'est pas possible. Le responsive design, le design adaptatif, le design réactif, il y a à peu près 28 noms pour ce concept-là. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand on crée le design de la page, on le crée pour qu'il puisse s'adapter à n'importe quelle grosseur. C'est-à-dire que on va dire, ben si l'écran est super large, comporte-toi de telle façon. S'il est très petit, exemple, un téléphone intelligent, comporte-toi de telle autre façon. Ici, c'est le même site. Ici, c'est la version sur un ordinateur, donc ce qui est le plus standard. Là, tout est correct, les éléments sont disposés au même endroit. Et ici, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai pris mon navigateur et j'ai réduit la taille du navigateur. Et au fur et à mesure que je réduis, en fait, les éléments changent. Donc, ce qu'on voit, c'est en haut, on a « Contactez-vous, vivez l'expérience 360 ». Ici, le « Contactez-nous », c'est rendu une icône, 360 une icône, English aussi une icône. Le menu, que j'avais tout en largeur, qui évidemment pourrait pas entrer dans une largeur si petite. On a une icône qui nous permet d'accéder au menu. Bon, maintenant, peut-être ça aurait dû être écrit menu, mais qui nous permet d'accéder au menu. On avait ici à droite des images, mais les images ont été soit déplacées ou cachées. Le mot d'accueil a été reformaté, etc. Fait que ce qu'on voit, c'est que en fonction, puis ça c'est dynamique, si je reprends ce navigateur-là, puis je le réétire, il va revenir exactement comme ça. Il n'y a pas d'appel qui est fait au serveur, tout se fait en temps réel. Fait que c'est merveilleux, ça permet de s'adapter. En fait, ça adapte le contenu en fonction de la résolution puis la disposition aussi de l'appareil. Si c'est en mode portrait ou paysage, bien évidemment, la largeur change, les proportions changent, fait que le contenu va être réorganisé. Un gros avantage, c'est que c'est le même contenu. Vous n'avez pas besoin de ressaisir du contenu à nouveau. Puis c'est la même, ce qu'on appelle intégration, en ce sens que c'est le même code derrière qui est utilisé, peu importe
que ce soit un téléphone, une tablette, un écran panoramique, un plus petit écran portable, c'est toujours la même chose. On redimensionne dynamiquement les images et on cache du contenu en fonction de la taille, ou on réorganise certains éléments. Ce que ça demande, c'est dès qu'on veut faire un site en responsive design, ben dans le fond, il faut y penser dès le début parce qu'il y a des choix qu'il faut que soient faits. Évidemment, sur un téléphone mobile, vous avez vu, le menu il disparaît. Ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il dise que le menu va disparaître quand on va arriver sur le mobile, ou à partir de quelle largeur que le menu disparaît puis qu'on met une icône. Fait qu'il y a une réflexion en amont qu'il faut que soit faite. Ce qui fait que ça peut être coûteux à implémenter a posteriori. Si vous avez déjà un site existant, c'est plus simple de le faire dans un cadre de redesign de site que juste de l'implanter, que d'essayer de l'implanter a posteriori. Ça se fait, c'est juste que c'est des efforts, ça peut être coûteux. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de direction, c'est compatible pour toutes les tablettes, tous les téléphones, ce qui est merveilleux, parce que ce qu'on cherche généralement, c'est éviter des coûts sur le long terme. Puis, quand j'ai dit qu'il y a au-dessus de 100 tablettes, puis qu'ils n'ont pas toutes la même dimension, puis qu'il y a des téléphones, il y en a sûrement encore plus que des tablettes. Fait que l'avantage du responsive design, c'est que ça s'adapte toujours. Par contre, la technologie derrière, ça peut ralentir la navigation, c'est un peu lourd. Si vous avez des très, très grosses images, parce que vous voulez que votre site puisse fonctionner sur un site sur un écran qui est très large, puis que vous arrivez sur un téléphone, ben c'est la même très, très grosse image qui est envoyée sur le téléphone et juste redimensionnée pour fitter sur le téléphone. Fait que pensez qu'il peut y avoir quand même certains enjeux de performance. C'est pas tout non plus qui peut se faire avec le responsive design. On peut redisposer certains éléments, mais c'est pas toujours évident, puis évidemment, il y a toujours un coût à ça. Fait que le but, pourquoi je vous parle de ça, c'est juste que quand on parle de tablette ou de mobilité, on parle souvent de media query, de responsive design. Fait que c'est bon à savoir que ça existe. Ça, on l'a vu. HTML5, un autre buzzword. Si vous connaissez un geek dans votre entourage, peut-être d'HTML5, vous allez avoir de l'air vraiment très cool. HTML5, je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est, parce que je vais vous le dire, c'est la nouvelle version d'HTML. HTML qui est le code derrière les pages web. C'est pas encore approuvé, c'est encore en bêta ou en mode test ou en élaboration, mais les navigateurs mobiles ont commencé à l'implanter. Je dis sur les smartphones, les téléphones intelligents. Ça vous donne beaucoup de possibilités. C'est très technique, je rentrerai pas dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez, entre autres, utiliser la localisation de l'appareil. Si vous utilisez un site qui vous dit est-ce que vous autorisez ce site à vouloir vous localiser, dites-vous que c'est du HTML5 qui est en arrière, qui vous demande votre localisation pour vous afficher du contenu en fonction de votre position géographique. Et ça permet de créer des sites ou des applications web sur les tablettes ou sur les mobiles qui ressemblent beaucoup à des applications natives. Une application native, c'est une application qui est sur ma page d'accueil, que quand je la lance, l'application part. Par contre, ça permet pas d'accéder à la caméra et dans bien des cas, au système de fichiers. Fait que si vous voulez, si sur votre site web, il faut que les gens envoient un CV, ils pourront pas browser le CV sur leur iPad, exemple. Dernier bout technologique, application native, c'est important à savoir c'est quoi. Une application native, c'est vraiment une application qui est développée pour la tablette, qui est pas nécessairement du web, c'est vraiment une application. Il y a des gros avantages, c'est généralement beaucoup plus performant, on peut optimiser les performances de la batterie, il y a des éléments qui sont déjà chargés à l'appareil, ça supporte mieux le mode déconnecté, etc., etc. L'application exemple de Radio-Canada ou la presse sont des très bons exemples d'applications natives qui sont très bien faites, en ce sens où vous pouvez télécharger toutes les nouvelles, puis quand vous rentrez dans le métro, vous pouvez consulter vos nouvelles. Le problème, c'est que faut développer une application mobile par OS de tablette, donc une pour Android, une pour BlackBerry, une pour Windows, une pour l'iPad, ce qui fait que c'est très, 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 très coûteux. Puis il faut que vous incitiez vos utilisateurs à télécharger l'application. Quelques conseils rapidement au niveau des tablettes. Premier conseil qui peut sembler une évidence, mais ayez une stratégie. Ça semble des fois évident, mais c'est comme la base. Il faut que vous visiez à ce que tous vos utilisateurs accomplissent une tâche, il faut que vous les aidiez dans votre tâche. Je connais peu de gens qui ont un site web qui n'ont pas d'objectif de conversion derrière. Quand j'appelle un objectif de conversion, c'est pas nécessairement de leur vendre quelque chose,
Cette pancarte-là a un objectif de conversion, c'est de vous informer de la journée d'aujourd'hui, par exemple. Si vous êtes capable de consulter l'information, la comprendre, puis faire action avec, ben vous avez converti, vous avez atteint l'objectif, votre utilisateur a atteint l'objectif que vous vouliez qu'il fasse. Fait que c'est super important d'avoir en tête qu'est-ce que vous voulez que vos utilisateurs fassent sur la tablette, puis les orienter dans cette direction-là. Connaître vos utilisateurs, super important. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est quoi l'expérience qu'ils veulent avoir sur une tablette. Souvent, comme je disais, la tablette, c'est pas un PC. Fait qu'on peut, on peut aller un petit peu plus dans l'expérientiel. On peut créer une expérience qui est plus riche, qui est plus intéressante, qui est aussi beaucoup plus engageante. Parce que la tablette, on peut y donner peut-être un côté un petit peu plus ludique du fait qu'on utilise les mains pour naviguer dessus. Tenter de créer une expérience, je viens d'en parler. Je reparle de mon fameux swipe, là, le glisser de tout à l'heure. Compliquez pas les choses. Keep it simple, stupid. Axez sur les tâches à accomplir. C'est pas parce que vous développez sur la tablette qu'il faut mettre tous les gizmos à la mode ou tous les derniers gizmos. Essayez d'épurer, puis d'ailleurs, c'est un conseil que vous devriez appliquer pour tout ce qui est le web, là. Mais peut-être même d'autres choses en général. Mais toujours essayer d'axer, dans le fond, toujours avoir en tête, le premier point, c'est d'avoir une stratégie. Qu'est-ce que vous voulez que les utilisateurs fassent sur votre tablette? Ben, assurez-vous que c'est ça qu'ils peuvent faire, puis assurez-vous aussi que tous les éléments que vous mettez en place vont dans cette direction-là pour qu'ils accomplissent ces tâches-là. Faites des tests avec les utilisateurs. Ça, c'est vraiment plus que primordial. Entre autres, les premières personnes qui ont développé des applications ou des sites web pour les tablettes n'ont sûrement pas pensé, a priori, que les gens allaient naviguer avec leurs 2 pouces. La navigation sur les 2 côtés, à gauche et à droite, est venue suite à des tests, suite à ce qu'il y ait une tablette qui a été mise dans les mains d'un utilisateur, puis qu'on lui a dit, ben dans le fond, vas-y, navigue. Une bonne façon de faire, je dis en magasin, ça c'est mon côté retail, e-commerce, mais peu importe, là, mettez l'application, mettez le site web, la tablette dans les mains de l'utilisateur, debout, assis, essayez de voir plusieurs positions, plusieurs cas d'utilisation pour voir de quelle façon qu'il l'utilise, de quelle façon il interagisse avec le site. Et une autre façon aussi, si vous avez un beau fanbase de Facebook, ben vous pouvez essayer de les engager en leur disant, ben dans le fond, tous nos fans Facebook en primaire ou en priorité, voici notre site bêta, la version de test pour la tablette. Puis, dans le fond, allez l'essayer, puis donnez-nous vos commentaires. Faites des tests de performance. Tantôt, on parlait de le Wi-Fi, le 3G. Juste de s'assurer que ça load bien, que ça charge bien, puis que le site répond bien dans différents modes de fonctionnement. Et utiliser un mode itératif. Généralement, c'est d'essayer de commencer dès maintenant. Si vous avez un site comme ceux qu'on a vu au début, qui utilisait principalement le Flash, mais je pense qu'il y a des petits pas qui peuvent être faits. Allez-y par étapes, testez souvent, puis améliorez-vous. Utilisez un processus itératif d'amélioration continue, parce que de toute façon, ça change énormément. Mais ce qui est important, c'est de tester, puis c'est de commencer, parce que quand la vague des tablettes va arriver, peut-être qu'il va être trop tard, les gens vont s'être tannés d'être allés sur votre site qui dit « télécharger Flash ». Dernier exemple, quand on parle de créer une expérience, backcountry.com, c'est un marchand, c'est comme un Sale ou un Mec aux États-Unis, qui est vraiment spécialisé dans l'outdoor. Et c'est une application iPad qu'ils ont créée, mais quand on parle de créer une expérience, je trouve c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait. Je vais vous le montrer juste très rapidement. Quand ils ont développé leur application de tablette, c'est très, très peu conventionnel. Ils ont mis à droite, à la disposition du pouce droit, les différentes marques qu'ils peuvent avoir. Évidemment, ici, si je fais aller mon pouce, je vais pouvoir naviguer dans les marques. Et toute la navigation est très, très visuelle. Ils utilisent des animations pour faire passer d'une catégorie de produits à une autre. Ce qui fait que quand on est dans cette application, du moins, ce que je trouve, c'est que j'ai pas l'impression que je suis en train de magasiner. Je suis pas en train d'acheter, je suis en train de vivre une expérience de magasinage qui est un peu différente. L'émotionnel est un petit peu plus présent. Quand je vais sur une fiche produit, les photos, c'est des grandes photos, puis encore là, je peux naviguer avec mon doigt pour naviguer entre les photos. En plein écran, on utilise vraiment toute la résolution de la tablette pour vraiment créer une expérience intéressante. Et quand on dit keep simple stupid, ben la page pour évidemment c'est une application pour acheter. La page, ben dans le fond, est super simple, épurée, il y a pas de flafla, mais super efficace.
ça peut être un exemple intéressant. Merci. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça pourra vous être utile.